Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis ravi de vous accueillir à cette 7e édition des entretiens François Rabelais, et plus particulièrement à cette première table ronde, je ne dirais pas une table ronde inaugurale, mais en tout cas c'est la première, et nous allons certainement donner le ton. Je me permets de me présenter, je suis Jean-Claude Billier, je suis inspecteur général de l'Éducation nationale. Je suis également responsable du Centre d'études et de ressources pour les professeurs de l'enseignement technique, plus connu sous l'acronyme de CERPET, et je fais partie du comité de pilotage des entretiens François Rabelais. Nous avons intitulé cette première table ronde en faisant un clin d'œil à une formule cinématographique immortelle, transmettre, vous avez dit transmettre, donc un clin d'œil à Louis Juvet. Parce que finalement, il nous semble que la transmission pose énormément de questions, pas certain, comme le disait Jean-Marie Panazol, que nous ayons forcément les réponses, mais énormément de questions. C'est, par exemple, au-delà des questions traditionnelles, qu'est-ce que la transmission, comment transmettre, que transmettre, il y a des questions beaucoup plus complexes qui se posent. Par exemple, pourquoi, à un moment donné, nous perdons trace de certains éléments de notre culture gastronomique, de certains produits qui reviennent après. Quel rapport, par exemple, entre transmission et patrimoine, entre transmission et pouvoir, entre transmission et, comme il a été dit tout à l'heure, valeur, par exemple. De nombreuses questions. Pour y répondre, je suis entouré de personnes de qualité que je vais vous présenter. Et bien sûr, pardonnez-moi, mais je vais commencer par Dominique Loiseau, puisque d'abord elle est la marraine de cette 7e édition. Elle est restauratrice à Saulieu. Elle est également président, directeur général du groupe Bernard Loiseau et également vice-présidente de Relais Château. J'arrête là parce que sinon je risque d'en oublier beaucoup. J'ai également à côté de moi Karen Montagne, qui est doctorante. Vous voyez, un angle de vue tout à fait différent et qui est actuellement en train de mener une recherche, j'espère ne pas me tromper, sur les parcours de vie alimentaire. J'y suis arrivé. Bon, c'est très bien. J'ai le plaisir aussi d'accueillir Jean-Patrick Gilles, député d'Indre-et-Loire, qui me disait en aparté qu'il était également directeur d'un CFA, président d'un CFA dans le domaine de l'hôtellerie-restauration. Et si vous permettez un clin d'œil pour dénouer le ton, quelqu'un en tant qu'élu local dont la cuisine est un art, puisque la cuisine électorale fait partie bien évidemment des savoir-faire de tout élu local. Nous attendons Jacques Puiset, qui est fondateur de l'Institut du Goût. Je pense qu'il a pris un peu de retard. Vous avez pu remarquer que ce matin, l'accès à la ville de Tours n'était pas simple. Il nous rejoindra et dans ce cas-là, nous aurons le plaisir de l'accueillir à notre table ronde. Le souhait qui est le mien, alors si jamais l'objectif n'est pas atteint, je serai le seul coupable, c'est que ce soit véritablement une table ronde. Très souvent, on annonce une table ronde et puis on fait chacun, chaque intervenant, pendant un quart d'heure, 20 minutes, présente quelque chose et puis après il y a quelques questions. Il me semble que sur les sujets qui nous intéressent, nous pourrions faire autrement et peut-être véritablement ouvrir un débat. Donc j'ai proposé à mes collègues de bien vouloir se prêter au jeu qui consiste à poser 4 ou 5 grandes questions sur la transmission, et d'accepter de répondre en peu de temps, de manière à ce que, éventuellement, et j'espère qu'il en sera ainsi, le débat puisse être contradictoire sur le sujet. On a donc choisi quelques questions complexes, polémiques, et on se donne à peu près une dizaine de minutes, 10 à 15 minutes par grande question. Ça va nous consommer à peu près 1 heure du temps de cette table ronde, de manière à ce que... Alors, je les frustre, vous en doutez bien, puisque ça veut dire qu'ils répondent en quelques mots, quelqu'un d'autre prend la parole après, mais ça peut être l'objet d'un vrai débat, de telle manière qu'une fois cette heure passée, vous puissiez, vous, leur poser des questions, réagir, être en total désaccord avec ce qui aura été dit, et nous aurons ainsi, j'espère, lancé le ton de cette 7e rencontre François Rabelais.
Alors la première question, je vais l'adresser à monsieur le député d'Indre-et-Loire. Bon, on dit généralement que la transmission, c'est le propre de l'homme et qu'en quelque sorte, c'est par la transmission que l'être humain, l'espèce humaine, se prend le pas sur l'espèce animale. Alors la question, c'est la suivante, monsieur Gilles. Si transmettre est un acte naturel, est-ce que finalement, quelque part, ça n'est pas quand même une forme d'exercice du pouvoir? Écoutez, tout d'abord, moi j'ai du mal à voir ce qu'est pour l'homme, puisque votre partie de généralité assez importante, ce qu'est un acte naturel. Bon, j'ai bien quelques idées, mais c'est inapproprié dans nos circonstances. Donc, je pense que justement, le propre de l'homme, c'est d'avoir échappé à une forme d'état de nature. Et je serais tenté de dire, pour nous réveiller un peu le matin et garder aussi l'exercice que vous nous proposez d'être assez réactif, de penser que si on réfléchit un petit peu et au sens général, moi je ne suis pas persuadé que la transmission soit naturelle au sens de spontané, volontaire, etc. Je pense qu'au contraire, quand on regarde le fonctionnement humain, le contemporain, et c'est plutôt de dire qu'est-ce qu'on a à transmettre. C'est une forme au départ de capital. Quand on passe à transmission, on viendra évidemment à savoir. Je pense que s'il y a une tendance naturelle, elle est plutôt à ne pas transmettre, à dire on garde pour soi, parce que c'est ma force, c'est mon capital, c'est de là que je tire une forme de pouvoir, une forme de jouissance, et ça me fait un atout, un capital, comme on dit dans la société. Donc j'ai plutôt tendance à partir de ça, et vous savez, c'est pas nouveau. Généralement, les anciennes générations ont tendance à considérer quand même que celles qui viennent, va falloir les aider, mais enfin, il faudrait qu'elles fassent un effort, qu'elles fassent leurs preuves. J'en veux pour preuve, justement, vous avez encore dans le monde daté d'hier ou d'avant-hier, perception par la société des jeunes, ça fait un petit peu peur, quoi, en disant, bon, ils sont feignants, pas très courageux. Mais vous savez, c'est pas nouveau, c'est déjà comme ça chez Platon. Hein. On dit quand même, la jeunesse, là, ça va pas, va falloir se secouer. Alors, et en même temps, les mêmes, la main sur le cœur, disent qu'évidemment, on est prêt à aider les jeunes. Alors, sur la question du savoir, c'est un petit peu différent, heureusement, parce qu'à un moment, on se fait quand même la réflexion que le capital de savoir, même s'il n'a pas échappé qu'on en tirait une forme de pouvoir, ou que le savoir-faire aussi est qu'on peut détenir, est une sorte d'avantage, voire parfois un avantage commercial. On connaît ça dans le monde de la cuisine, de dire celui qui a une recette bien particulière et qui a fait sa fortune, mais on comprend que transmettre ce savoir-faire ne nous dépossède en gros de rien. C'est pas comme le capital financier, c'est-à-dire le fait de le passer, on n'y perd rien. Et de là, on se dit, même tiens, si je le transmettais, quel petit avantage éventuellement, et j'arrive à la deuxième partie de votre question, quel petit avantage je pourrais en tirer. Et puis, et c'est ce que vous disiez dans votre introduction, le fait de transmettre est souvent non pas naturel, mais nécessaire à la survie. Alors à la survie de l'espèce, de la famille, de l'entreprise, etc. Parce que si on ne transmet pas ce qu'on sait faire, eh bien, il y a un risque d'extinction et de mise en difficulté. Donc à partir de là, on rentre dans un autre cadre où même on peut faire l'effort jusqu'à un certain point, je le dis de manière ironique, de concevoir que le savoir n'est pas quelque chose qu'on possède en soi, mais quelque chose qui est à partager, qui est une forme de partage. On en fait partie, on y a toujours, mais on peut le partager avec d'autres, et à partir de là, se mettre en place toute une stratégie donc de transmission de ce savoir. Mais finalement, il faudrait se poser la question de qu'est-ce qu'on transmet vraiment. Parce que là, on bascule dans un autre modèle qui est de dire, voilà, ce seraient les maîtres ou les anciens qui donnent aux générations qui viennent. Est-ce que c'est comme ça que s'acquiert le savoir? Je pense que c'est un peu simple. Je pense qu'au contraire, l'apprenant aussi, lui, est dans une stratégie de conquête.
Et quand on dit, par exemple, ça a été évoqué dès ce matin dans les introductions, les histoires de recettes de famille, de recettes de grand-mère, etc. Est-ce qu'on est toujours persuadé, je dis ça parce que ça c'est vu très positivement, en fait, un côté très charmant, est-ce qu'on est toujours persuadé que quand même la grand-mère, elle a passé des heures à expliquer comment ça se faisait? Est-ce que c'est pas l'enfant qui, lui, est un peu tourné dans la cuisine et puis regardez, observer, hein, observer le coup de main et intégrer toute une série de choses. Et puis là, on arrive au côté positif, justement, de la transmission, parce que pourquoi l'enfant, il a fait ça tout d'un coup, il y a mis de l'énergie, parce que lui, il a bien vu que, certes, il y a les gestes, hein, et puis la mimésis, et puis ça peut être drôle mais on sent bien, et c'est là l'enjeu de la transmission, que s'y joue plein d'autres choses. Mais pourquoi la grand-mère, elle aime faire ça, et puis la discussion qui se fait autour de ça. Et donc, ça veut dire que là, il y a des valeurs qui sont portées, et puis aussi, il y a, et je pense que c'est un élément important de la transmission, il y a la petite flamme aussi qu'il y a dans le regard de la grand-mère, qui sait qu'en faisant ça, elle va faire plaisir à ses petits-enfants ou à ses enfants. Donc, et c'est ça qu'on essaie de capter, je pense. Mais c'est à la fois une transmission et à la fois l'apprenant qui essaie de capter, et on le sait, je pense, dans l'éducation, souvent les bons enseignants, c'est ceux qui, évidemment, ont les bons savoirs, mais ceux qui, chez l'élève, ont déclenché quelque chose. Et on a tous des images. Moi, je m'occupe beaucoup d'insertion des jeunes, etc. Vous les faites parler, alors ils parlent de tous leurs échecs, et quand vous arrivez sur les moments de réussite, c'est toujours lié à une personne. Leurs témoignages sur les moments de réussite, ils évoquent toujours un moment où quelque chose, il y a une flamme qui est apparue chez celui qui apprend ou qui accompagne, etc. Et qu'ils ont voulu quelque part aussi capter cette flamme. C'est pour ça que je n'ai pas une vision un peu naïve de la transmission qui serait descendante et bienveillante, forcément, mais dans le fait de transmettre, dans le fait... Alors, je ne vous parle pas, et vous êtes nombreux dans cette salle, de ceux qui ont fait le choix pour métier de transmettre des savoirs, qui n'ont pas forcément eux-mêmes créé. Là, il faut avoir une interrogation réflexive importante, hein, de savoir pourquoi on fait ce choix-là dans la vie. Mais ça, je vous laisse à la réflexion, mais elle est importante. Là, pour le coup, ce n'est pas neutre de faire ce choix-là dans la vie, parce que je pense que la vraie transmission, c'est ce que j'essayais de dire, est une forme de partage plutôt. À la fois celui qui transmet et celui qui essaie de conquérir quelque chose, d'acquérir des valeurs, mais aussi d'acquérir, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot, l'espèce de désir qu'il a saisi chez l'autre. Et c'est pour ça, souvent je parlais des témoignages de jeunes, il y a une sorte de... Quand ça marche bien, il y a une sorte de fascination pour celui qui vous apprend, parce que vous avez bien vu que quelque part, là, il y a un désir, il y a quelque chose un peu de magique à saisir au passage. Voilà les quelques éléments un peu en désordre que je voulais donner ce matin pour lancer ce débat sur la transmission qui, à mon avis, est très très complexe. Merci Jean-Patrick. Karen, peut-être en tant que sociologue, qu'est-ce que vous pensez de la question posée par Jean-Patrick entre le fait d'avoir envie peut-être de garder pour soi plutôt que de transmettre, naturel ou pas, pouvoir ou pas? Je pense que Patrick a justement mis en perspective les deux niveaux de la transmission, tout simplement, parce que vous avez une transmission qui est primaire, celle qu'on apprend et que l'on donne dans la famille, directement dès l'enfance, le langage, l'apprentissage des goûts, selon certaines normes. Et en même temps, chez les parents, il y a quelque chose qui tient de l'éducation. Donc on veut transmettre, mais sans vraiment, pas vraiment dans un but éducatif. Tandis que au niveau de la cuisine gastronomique, il y a soit une demande de celui qui veut apprendre, et un désir de transmettre de celui qui veut, de l'éducateur. Donc ce qui me semble intéressant de voir, c'est que les deux manières de transmettre, les deux raisons de transmettre et les deux manières d'accepter cette transmission ne sont absolument pas les mêmes. Elles ne fonctionnent pas sur les mêmes structures et n'ont pas les mêmes engagements par derrière. Donc effectivement, je pense qu'il y a et du naturel, le don que fait une mère à ses enfants à chaque fois qu'elle lui propose un nouveau plat, qu'elle cherche à lui apprendre les règles de table tout simplement pour qu'il puisse s'intégrer dans la société, et une forme de pouvoir également dans le domaine de la cuisine gastronomique,
étant donné que c'est principalement le professeur qui a le pouvoir de la connaissance. Alors, cher Dominique, si on va un petit peu plus loin, parce que vous êtes au cœur d'un phénomène de transmission, et finalement, pour vous titiller un peu, je dirais le groupe Bernard Loiseau, est-ce que c'est pas une forme de dynastie par rapport justement à un domaine qui est extrêmement partagé? Qu'est-ce que vous en pensez de cette question sur le pouvoir dans le domaine culinaire? Alors, tout d'abord, écoutez, je voudrais saluer toute la salle qui est là, vous dire combien je suis heureuse d'être à Tours, parce que je crois bien que je ne suis jamais venue à Tours, vous voyez, c'est quand même grave. Ah oui. Parce que tout simplement, disons que ma vie familiale et professionnelle m'ont toujours fait naviguer entre Paris et le Grand Est, hein, c'est-à-dire Bourgogne et Alsace, et donc je n'ai pas d'attache dans cette belle Touraine, encore que mon père était tourangeau, mais malheureusement je n'ai pas suffisamment le temps de venir ici. Ensuite, je suis très impressionnée d'être dans cet institut. Vous savez ce que ça représente pour nous dans ce domaine de la cuisine. Je veux dire, c'est un miracle que cet institut ait pu naître. Il y en a beaucoup qu'il faut remercier, bien sûr, n'est-ce pas, Jacques? Et je trouve que c'est vraiment un miracle parce que on était loin de tout cela. Et grâce à la pugnacité, grâce à l'acharnement d'un certain nombre d'entre vous, cet institut a pu naître, a pu se construire et surtout a réussi cette chose fabuleuse d'inscrire donc notre repas gastronomique à la française au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et ça, je crois que les générations futures ne vous en seront jamais assez reconnaissantes. C'est vraiment quelque chose qui était tellement nécessaire. Et je crois que là, vous avez sauvé quelque chose de fondamental en France, en tout cas. Ça, c'est mon avis. Donc, j'ai bien suivi cette inscription et j'ai bien aussi noté que dans la charte, il y a parmi les points à la fin la transmission aux générations futures. Donc, je comprends un peu vraiment le thème de ces journées, puisque ça correspond exactement à ce que l'inscription nous oblige à faire pour les générations futures, vous comme moi, hein, tout le monde. Et d'ailleurs, je dois vous avouer que quand j'ai parfois, je suis désolée, je m'échappe un peu du sujet, mais quand j'ai une table avec des parents et leurs enfants, je félicite les parents justement d'avoir pris à cœur cette inscription et de tout de suite transmettre à leurs enfants cette notion de grande cuisine notamment. Vous voyez, donc j'en parle tous les jours à mes clients. Donc, ceci étant dit, donc je suis vraiment très fière et très honorée de pouvoir être des vôtres aujourd'hui, de pouvoir être la marraine. Et donc, en ce qui me concerne, donc, c'est la question que vous m'avez posée. Donc, quand on a parlé de pouvoir, ça m'a fait bondir tout de suite. Parce que la cuisine, l'alimentation, c'est en rien un pouvoir. Ça n'est que de la générosité, c'est du don de soi, c'est du partage. Quand on voit les animaux, les premières semaines de la vie d'un petit, la mère n'arrête pas de lui apprendre à se nourrir. Donc cette notion de pouvoir m'a beaucoup gênée et je pense que c'est plutôt du partage et c'est quelque chose qui, à mon avis, est naturel dans le domaine de l'alimentation. Je ne parle pas d'autres domaines dans lesquels la transmission est peut-être moins naturelle, mais je trouve qu'au niveau alimentaire, il n'y a rien de plus naturel que de transmettre la manière de se nourrir et ensuite de se nourrir bien, et ensuite on peut ensuite arriver à des formes telles que la restauration de la haute gastronomie, bien entendu. Bon. Pour moi, c'est donc naturel, mais c'est aussi un devoir. Hein. Ça a été pour moi, il y a 8 ans, un devoir de transmettre à mes enfants le patrimoine qu'a laissé leur père. Hein, c'était pour moi une évidence, ça n'a rien d'héroïque, on me fait toujours beaucoup de compliments. Pour moi, ça a été une évidence de devoir faire cela. Après, ils en feront ce qu'ils voudront, mais c'était vraiment cette notion de devoir. Sinon, bon, c'est vrai que jusqu'à présent, dans les générations précédentes, c'était très facile de transmettre l'aliment, toute cette cuisine, dans les familles. Je me rapproche d'abord un peu dans cet aspect familial, puisque c'est de là que tout part. C'est vrai que c'était très facile parce que tout se passait à table. Bon.
on se retrouvait toujours à table. Maintenant, tout le monde se retrouve devant des écrans, même pour voir des émissions sur la cuisine. Vous voyez, tout passe par les écrans. Donc, c'est important de prendre conscience de cette notion de devoir, de ne pas se laisser happer par toutes ces technologies, par tout ce qui se passe, pour bien transmettre aux générations futures notre patrimoine, notamment dans le domaine de la gastronomie, de la cuisine de tous les jours. Et alors, vous m'avez posé aussi une question de dynastie. J'aimerais bien que ça devienne un jour une dynastie. Pour l'instant, c'est une petite entreprise qui a certes 4 restaurants avec une maison phare qui est Saulieu, avec ce restaurant 3 étoiles et un relais et château. Mais c'est quand même si nous sommes cotés en bourse, on doit être l'une des plus petites sociétés cotées en bourse. Donc, vous savez, c'est très petit. Mais au fond de moi-même, bon, il est évident que quand j'ai transmis cela à mes enfants, c'était pour mon mari, pour tout ce qu'il avait fait durant ces 27 ans, où il s'est sacrifié vraiment pour cette entreprise, cette belle demeure que représente le relais Bernard Loiseau à la Côte d'Or à Saulieu. Et en revanche, je n'ai jamais, au niveau de mes enfants, je ne leur ai jamais fait comprendre qu'ils devraient un jour faire ce métier. Je m'en suis bien gardée, mais maintenant, voyant l'orientation que prennent mes enfants, je suis très rassurée. Nous avons la Bérengère qui vient de passer son master de gestion et qui est inscrite au lycée hôtelier de Clichy et qui passe son CAP de cuisine. C'est pour ça qu'elle a beaucoup de petites brûlures sur son bras. Je ne lui ai jamais demandé de faire cela, c'est venu d'emblée. Mon fils est à l'école hôtelière de Lausanne et la dernière, qui a 15 ans, en première, va passer son bac littéraire, mais ne rêve depuis l'âge de 9 ans que de faire de la pâtisserie. Vous voyez ? Donc, je ne les ai jamais forcés ni orientés, mais je les ai fortement informés. Je leur ai toujours donné l'occasion de participer à tout ce que je faisais, à leur expliquer, on n'est pas prof pour rien, le pourquoi, le comment, et progressivement, je crois qu'ils ont le virus en eux, et j'en suis très heureuse, et j'espère un jour qu'il y aura une dynastie dans les 2-3 générations futures. Merci Dominique. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Jacques Puiset, qui est le fondateur de l'Institut du Goût. Merci de nous avoir rejoints. Alors justement, la deuxième question, la deuxième grande question, je la poserai bien à Jacques. Est-ce que c'est possible, et comment, mais est-ce que c'est vraiment possible de transmettre une culture et des valeurs dans le domaine de la gastronomie? Tout est possible de transmettre. D'abord, je considère que, d'abord, je remercie les organisateurs de nous réunir et de rappeler la dimension du goût dans ce jardin de la France. Tout ça, c'est chaleureux. Transmettre, c'est une respiration. On inspire, on expire. C'est en nous. Donc, la question ne se pose pas. À condition, évidemment, d'en avoir envie. Alors, dans l'acte de transmettre, il y a celui qui transmet, et puis il y a le récepteur. Alors, il faut qu'il soit prêt à recevoir. Vous savez, on dit souvent, les gens écoutent, mais n'entendent point. Les gens regardent, mais ils ne voient pas. Alors ça, c'est pas difficile, mais ça veut dire qu'il faut être toujours disponible et pas s'inquiéter si ce qu'on pensait donner n'est pas arrivé. Ça viendra un jour. C'est un terreau qu'il faut en permanence, comment dirais-je, amillonner, quoi. Et puis, un être humain, un cerveau, recevra. Et il faut toujours se mettre à la portée de celui à laquelle on s'adresse. Il faut qu'il soit capable de supporter ce que l'on veut lui transmettre. Est-ce qu'il a déjà les acquis suffisants pour saisir ce qu'on veut lui transmettre? Voilà, c'est simple. Quelqu'un veut réagir sur les valeurs, parce que on a l'impression qu'il y a un accord sur l'idée que à partir et à travers la gastronomie, on transmet des valeurs qui vont bien au-delà de ce qu'est la gastronomie proprement dit. Mais en fait, comment transmettre des valeurs? Est-ce qu'il y a des méthodes? C'est la question que posait Jean-Marie Panazol tout à l'heure. Est-ce que c'est vraiment possible? Quelqu'un souhaite compléter ce qu'a dit Jacques Puiset? Karen, en tant que sociologue encore?
Donc, sur la transmission des valeurs. La problématique de la culture gastronomique, c'est qu'elle continue à avoir, malgré les émissions télévisuelles, qui tendent à vulgariser légèrement certaines techniques, à les rendre plus abordables par la majorité des gens. La culture gastronomique, selon moi, nécessite un réel apprentissage et du vocabulaire et des techniques et tout simplement du palais, du goût. Comme on déguste un vin, on a besoin d'avoir suffisamment de comparatifs tout simplement pour intégrer et pouvoir identifier ce que l'on mange. Donc à partir de là, je pense que les valeurs que l'on transmet au travers de la culture gastronomique, c'est à la fois une certaine forme d'élégance et il faudrait peut-être un peu plus, pas faire redescendre de leur piédestal, mais rendre plus accessible au commun des mortels, ce qu'on voit très bien d'ailleurs avec la manière de revisiter les plats anciens, les bons au vin ou les bourguignons, mais simplement, au lieu de, un exemple tout simple, au lieu d'utiliser sur les cartes de restaurants gastronomiques un nom un peu alambiqué qui, on se demande mais qu'est-ce qu'on va manger, on n'identifie pas, reprendre peut-être le descriptif des cuisines de grand-mère, de maman, et ça c'est un sauté de veau au navet, tout simplement, ce qui permet aux gens d'identifier déjà ce qu'ils vont manger, donc de permettre de libérer un peu l'esprit, je pense, pour profiter des différentes techniques qui sont nettement plus élaborées que la cuisine à la maison. Alors, pour continuer sur les valeurs, normalement l'animateur n'est pas intervenant, mais il y a, pour faire avancer un petit peu, il y a un souvenir que j'ai gardé très, très fort, c'est que pendant quelques années, j'ai habité un lycée hôtelier. Et le hasard faisait que la fenêtre de ma chambre était face à l'entrée, non seulement du lycée, mais également la rue qui menait vers le lycée. Et moi, j'avais été très surpris. Ce que je vais dire est totalement ringard et peut-être réactionnaire, mais en début d'année, en septembre, je voyais arriver des hordes de jeunes dans un état vestimentaire extrêmement approximatif, je dirais même dans un état général extrêmement approximatif. Et puis, quelques mois plus tard, en regardant les mêmes, la transformation était extraordinaire. Ils s'étaient redressés, ils avaient changé de vêtements, et il y avait quelque chose sur leur visage qui laissait penser que les enseignants, moi je considérais que c'était quasiment un miracle, leur avaient transmis quelque chose. Et c'est pour ça que je repose la question, parce que j'ai le sentiment qu'au-delà des techniques, des savoirs qui sont liés strictement à l'activité gastronomique, il y a aussi des valeurs qui sont très fortes parce que ce sont celles que, finalement, vous avez utilisé le terme, c'est le terme élégance. Alors, est-ce qu'on peut approfondir cette question? Peut-être Karen qui veut compléter, puis Jacques après et Dominique. Oui. Juste au passage, je pense que dans justement ce système de lycée hôtelier que j'ai fréquenté aussi par inadvertance, Par chance. Non, c'était juste des cours que je donnais comme ça au passage. Et il s'avère que rentrer dans ce type d'institution, c'est apprendre une nouvelle langue, un nouveau monde, une nouvelle société. Et ce que les enseignants ont transmis là, c'est une nouvelle identité, l'identité de l'art gastronomique finalement à leurs élèves. Donc ça va beaucoup plus loin que la simple transmission de valeurs, c'est leur permettre de se découvrir une nouvelle identité et de s'intégrer à un nouveau monde, un monde de l'élégance justement. Merci Karen. Jacques, j'ai vu que vous étiez dans les starting blocks pour réagir. C'est-à-dire qu'il faut bien caler le sujet. Le goût n'existe pas en tant que goût. Ce qui existe, ce sont des stimulations qui vous sont proposées à vous, pas aux voisins. Donc c'est un acte personnel. Personne ne peut le faire à votre place. Donc déjà, quand on dit ça à un enfant, c'est intéressant. Il commence à se dire, mais il faut donc, je peux compter que sur moi. Donc il a 5 sens qui vous ont été donnés gratuitement à votre naissance, et jusqu'à 5 ans, 6 ans, vous n'avez que ça pour, disons, vous évoluer. Tout le monde a reçu le même apprentissage, c'est la succion. Nous sommes tous été baptisés par ce premier acte physique, et nous avons tous reçu la même goutte de lait.
Nous avons reçu une goutte de lait. Mais personne n'a reçu la même goutte de lait. Parce que les mamans, compte tenu de leur alimentation, etc., de l'époque, ce lait n'apporte pas le même contenu sensoriel. Alors déjà, un enfant, ça l'intéresse. Alors ensuite, on va aller dire, le goût n'existe pas. Et pourtant, j'ai un ressenti, et je suis différent si je goûte un morceau de pain X, Y, Z, ou si je goûte une pêche mûre et pas mûre. Il suffit de voir les mimiques des enfants, et des adultes d'ailleurs, pour voir bien qu'il s'est passé quelque chose. Alors, le goût, ce sont des signaux qui arrivent à votre cerveau, et vous allez les décoder en fonction de vos acquis. C'est-à-dire, vous pouvez dire c'est une prune si vous avez déjà rencontré la prune. Si vous n'avez pas rencontré, vous ne pouvez pas en parler. Donc, cet ensemble vous met en vous, disons, une image cérébrale, un paysage. C'est votre image à vous. Et ensuite, vous allez la révéler, la redonner par le verbe. C'est pour ça qu'on attache beaucoup le vocabulaire au ressenti sensoriel. Alors ça, l'enfant, il comprend, parce que c'était, quand on a commencé vis-à-vis des enfants, il n'y avait pas l'informatique. Avec l'informatique, c'est intéressant. On lui dit, si tu n'as pas mis ça dans la boîte, ne peut pas ressortir. Donc, si tu veux comprendre le discours de la prune qui s'adresse qu'à toi, la prune te parle, elle te dit, j'ai un noyau, je suis juteuse, etc. Il faut que tu te l'appropries, et ensuite, comme tu l'as en toi, tu vas pouvoir la redonner au monde, à tes petits copains, etc. Et entre copains, vous allez parler de vos prunes. Et il n'y en aura pas un qui va trouver peut-être le même descriptif. Alors, on est donc dans une dimension des cinq sens, plurisensorielle, pluriculturelle évidemment. C'est un monde magique, extraordinaire. Donc c'est pour ça que nous, à notre point de vue, il faut déjà expliquer à l'enfant et à l'adulte, parce qu'il y a des adultes qui ne savent pas qu'ils ont cinq sens, ils n'osent pas les utiliser, et que c'est par cette voie-là que vous allez vous approprier des acquis et qui vous permettront progressivement de communiquer avec les biens alimentaires. Mais on est bien là dans la dimension de l'impalpable, et que chacun étant, je ne dis pas en droit, c'est presque, c'est pas un devoir, mais enfin c'est bref, est à même de le faire avec des inédits plus ou moins, qui vont faire en sorte qu'il sera plus ou moins porté. Mais nous avons été faits pour utiliser nos cinq sens, et je le redis, jusqu'à 5-6 ans, nous n'avons que cela pour communiquer. C'est pour ça que l'éducation chez l'enfant, pour moi, est importante. Ça ne veut pas dire qu'après, ça ne puisse pas se faire, mais chez l'enfant, c'est important parce que si cette partie sensorielle est calée dans l'individu, cette part du sensoriel, après, le champ est libre pour les autres connaissances. Une transmission culturelle par les sens. Dominique, Jean-Patrick, vous souhaitez compléter, intervenir, réagir? Oui, disons que oui, c'est une question de sens. Et je rajouterais la troisième dimension de l'environnement, de l'environnement familial affectif, de l'environnement d'un restaurant. Enfin, on vit quelque chose au niveau de tous nos organes sensoriels qui ont affaire à la nourriture, mais après, il y a aussi tout l'environnement qui peut transcender ce que l'on déguste. C'est sûr que moi, si vous m'apportez une glace vanille, bon, il se passera quelque chose, ainsi qu'une tarte au quetch bien chaude de ma mère. Bon, il se passe quelque chose. Si vous allez dans un beau restaurant avec un bel endroit, du personnel gentil, etc., ça devient une fête, vous voyez. Donc il y a le geste de déguster un plat, mais il y a aussi tellement de choses autour, l'environnement du plat. Donc en France, c'est bien pour ça que notre repas gastronomique à la française a été inscrit. Ça a été bien compris dans ce sens-là, d'ailleurs. Oui, moi je voulais revenir sur votre expérience de vos jeunes là, qui arrivaient et qui allaient mieux quelques mois après, parce que
je pense qu'on vit ça dans pas mal de dispositifs pour jeunes, heureusement, hein, justement de formation de jeunes. Et nous, là aussi, je l'espère, j'ai l'impression aussi au CFA, parce que je ne suis pas très souvent, j'y vais de temps en temps, début d'année, etc. Et on voit pourquoi. Pourquoi ça marche parfois? Parce que je crois que c'est l'idée que des jeunes sentent, même s'ils ne le formulent pas, qu'ils rentrent dans un métier. Et toutes les formations, malheureusement, ne leur donnent pas cette impression. Hein, il y a des formations où ils apprennent des savoir-faire, même très bien, etc. Mais ça a moins de sens. Et il y a je pense que le phénomène que vous avez bien décrit, hein, on est un peu gêné de dire ça, c'est un peu réac, machin, mais ça fonctionne bien comme ça, que vous voyez, redresse, voilà, il se constitue, si je puis dire. Ça marche bien quand, oui, je ne trouve pas d'autre expression, mais je l'ai vécu dans d'autres secteurs hein, que la cuisine, mais c'est particulièrement vrai dans la cuisine parce que là, tout fonctionne. Parce que dans notre pays, justement, il y a une transmission, ils entrent dans un métier pleinement, hein, c'est-à-dire métier avec toute une culture autour, donc ça donne quelque chose aussi à dire à leurs amis. Il y a aussi le fait que il n'y a pas un uniforme, mais il y a quand même du matériel, il y a quand même une manière de s'habiller pour exercer le geste professionnel, que ce soit en cuisine et en salle. Alors, c'est pas du tout que je milite pour l'uniforme, non, c'est pas du tout dans ce sens-là, mais c'est ça que je veux dire, alors, loin de moi, hein, mais ça veut dire qu'il y a cette idée voilà, les jeunes, ils rentrent dans un métier, une profession, c'est une histoire, c'est un mouvement. Je l'ai vu par ailleurs dans d'autres formations, par exemple des chaudronniers. J'avais fait une formation chaudronnier, c'était une tentative, c'était chaudronnier chez les Compagnons du Devoir qui n'avaient jamais accueilli des publics comme ça. On s'est dit, ça va être une catastrophe. Eh bien, pas du tout, ça avait été une grande réussite avec des jeunes qui n'étaient pas tout à fait prêts, parce que justement, ils sont rentrés aussi dans toute cette histoire et c'était pas gagné d'avance, dans toute cette histoire des compagnons, etc. Et ça a donné plein de sens. C'est-à-dire qu'au-delà de l'apprentissage de gestes, etc., tout d'un coup, tout prenait sens autour d'eux. Et je pense que les métiers de la cuisine et de la restauration s'inscrivent beaucoup là-dedans. Et puis, nous, au CFA, on a une expérience qui renforce ce mouvement-là. On a beaucoup de jeunes qu'on fait partir en post-cursus en Europe, et notamment en Irlande. Et si vous voulez, l'Irlande n'a pas vraiment de dispositif dans des grands hôtels ou dans des grands restaurants en Irlande, et il n'y a pas enfin ça peut être évolué, mais il n'y a pas de vrai dispositif de formation sur place. Donc nos jeunes qui arrivent même avec un CAP, un BEP, qui ici parfois, j'imagine, quand ils vont voir leurs copains le week-end, voilà, c'est pas toujours terrible, ou ils disent, ah oui, bon, ça fait ça. Ils arrivaient dans des cuisines internationales, comme on dit, hein, où il y a des gens du monde entier qui viennent travailler, et eux, ils étaient porteurs d'un vrai métier. Hein, parce que moi j'ai été les visiter, c'était étonnant, c'est des brigades internationales, pas au sens historique, mais pour rentrer là-dedans, vous avez un Mexicain, je me rappelle, il y avait des Polonais qui étaient là, alors on dit, vous faites quoi dans la vie? Je suis docteur en architecture ou docteur en archéologie, parce qu'eux, ils venaient juste pour faire 2 ans, parce que 2 ans, donc c'était pas du tout leur métier, ils faisaient 2 ans quasiment à la plonge, mais ça leur suffisait une fois rentrés dans leur pays pour s'installer définitivement. Par contre, notre jeune, qui était loin d'être docteur en quelque chose, mais qui avait un métier bien précis, lui, il était très reconnu dans la brigade, parce que c'est lui qui apportait un vrai savoir-faire, en plus français, mais organisé, et il progressait très vite dans la brigade. Et là, je peux vous dire qu'un jeune qui est passé à travers ça, c'est ça que je dis, d'être rentré pleinement dans le métier et de pouvoir le montrer, je peux vous dire que celui-là, il est sauvé pour la vie, quoi. Je voudrais rajouter un petit détail. Je vais en revenir à Bérengère, donc qui depuis 3 mois a fait son CAP de cuisine. Donc je lui ai demandé, donc au début elle apprenait à tout tailler, enfin elle me disait un peu ce qu'elle faisait. Et là je lui ai dernièrement demandé, mais alors qu'est-ce que tu as appris? Qu'est-ce que tu as appris? Pourtant elle baignait dans le milieu de la cuisine, elle était toujours dans la cuisine, elle cuisinait à la maison, elle était quand même dans cet environnement. Et elle m'a dit la beauté du geste. J'ai appris la beauté du geste. On nous apprend un geste très précis, mais il a été tellement étudié qu'il en devient très beau. Et ça m'a beaucoup touchée quand elle m'a dit ça. Je crois qu'on arrive effectivement, par hasard, non c'est pas un hasard, mais à la 3e question qui porte un peu là-dessus. En matière de transmission, on s'aperçoit que ce n'est pas un processus linéaire,
qu'à un moment donné, on perd de vue un produit, une technique, et que plus tard, on la redécouvre et qu'on se souvient qu'effectivement, bien avant, elle avait déjà été mise en œuvre ou on la connaissait. Alors la troisième question, et là Dominique, c'est pour vous, c'est plus général. Dans le domaine de la gastronomie, où le geste est extrêmement important, comment peut-on transmettre, ou peut-on transmettre un savoir-faire, un geste, un tour de main? C'est possible? Ça demande de la part de l'apprenant beaucoup d'humilité, hein, beaucoup d'humilité, et puis ça peut être un maître d'apprentissage, ça peut être un professeur dans une école, mais ça doit passer par un certain nombre d'étapes d'apprentissage. Il faut apprendre à tailler, à brider, il y a des règles à apprendre et ça demande beaucoup de travail. Mais est-ce qu'il n'y a pas, alors là je pose la question à tout plateau, est-ce qu'il n'y a pas en matière de gestes et de savoir-faire des évolutions très fortes qui font que des gestes vont se perdre, que finalement on va perdre en matière de transmission du patrimoine? Je ne sais pas, par exemple, on ne va plus découper ou lever un filet de poisson sur la table, etc. Je fais exprès de prendre cet exemple-là. Est-ce qu'on n'est pas en train de perdre du savoir-faire qu'on va retrouver peut-être beaucoup plus tard? Peut-être pour Karen, ça Alors, sur la question du savoir-faire, d'une part, effectivement, il y a une perte de certains savoir-faire, certaines techniques, tout simplement, du fait de l'entrée de de la mécanisation dans les cuisines, qu'elles soient à la maison ou dans les cuisines professionnelles. Donc effectivement, beaucoup de grands-mères dans mes enquêtes m'ont raconté comment est-ce qu'il fallait comment simplement vérifier qu'un œuf était frais ou pas, ne pas sans regarder sur la date de péremption sur la coquille parce qu'il n'y en avait pas. Des petits gestes du quotidien qui se sont perdus. En même temps, on a intégré énormément de nouvelles techniques. Donc dans la transmission, moi, par rapport à la gastronomie, ce qui me chiffonnait, on en avait déjà discuté, c'est que transmission, on a tendance à le prendre en passant d'une génération aînée, ayant tous les savoirs, pour enseigner aux plus jeunes. Tandis que la transmission, pour moi, c'est plutôt du transfert de savoir. C'est-à-dire que j'ai fait du cochon avec une famille sur laquelle j'ai enquêté. Ils m'ont appris effectivement comment découper la viande, la trier, la faire passer au hachoir, etc. Et puis au bout du deuxième cochon, un petit peu marre qu'on me donne que simplement des lamelles à décoiner, à enlever la coine. C'est quelque chose de très long, très fastidieux, et à partir du moment où je me suis dit, mais si je faisais la bête entière directement et qu'on la découpait après, est-ce que ça n'irait pas plus vite et ce serait moins dangereux pour mes doigts? Et au final, c'est cette technique-là qui, maintenant, ça va faire 7 ans, tous les ans, ils refont le cochon, et j'utilise cette technique-là. Donc moi, la question que je me pose, c'est au niveau de la transmission, pourquoi toujours éluder finalement ce que la jeunesse peut apporter, et la transmission doit-elle être fondée sur des dogmes? Oui, là je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que c'est vrai que je prends mon cas de figure. Nous avons une recette qui est emblématique de Bernard, qui s'appelle les jambonnettes de grenouille à la purée d'ail et au jus de persil. C'est dans le menu Les Classiques, c'est le premier, c'est l'entrée. Nous en vendons 50% toute l'année, c'est-à-dire 50% du menu dégustation plus créatif de saison et le fameux menu des Classiques de Bernard. Donc il y a au milieu une purée d'ail, pur ail, et cet ail est cuit dans cette eau départ eau froide. On fait bouillir, on reprend de l'eau, etc. pour faire partir tous les composés désagréables. Donc c'est une recette, ça fait une purée tellement lisse, rien à voir avec une purée de pommes de terre, et on la sert totalement pure. Alors, il faut de l'ail. Donc on ne fait pas cette purée tous les jours, hein, donc on les fait tous les 3 jours. Bon. Alors, il y a un gamin qui, parfois, durant toute une journée, ne fait que éplucher de l'ail. Bon. Est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Est-ce que c'est indispensable qu'un gamin passe une journée entière à ne faire que de l'épluchage de l'ail? Donc nous nous sommes posé la question. Et maintenant, on achète l'ail pré-épluché, mais à une seule condition, que l'ail soit d'excellente qualité.
hein, sinon ça ne peut pas marcher. Et bien maintenant, nous sommes passés à ça. Et pendant ce temps, eh ben, ce jeune, il va pouvoir apprendre mieux à dresser, apprendre plein d'autres choses. Donc ça rejoint exactement ce que vous venez de dire, c'est il faut connaître tous les gestes. C'est comme en musique, il faut avoir les bases de la musique classique pour ensuite faire tout ce que l'on peut entendre en ce moment. Mais je pense qu'il y a des choses importantes, mais il faut savoir éplucher de l'ail, mais on n'est peut-être pas obligé de ne faire que ça. Donc il faut trouver un juste milieu entre le geste traditionnel et la technologie et les progrès de la technologie. Jacques, vous voulez compléter? Un petit détail. La gastronomie, c'est l'art de boire et manger. Oui. Et grâce à la cuisine, on apprend à boire et à manger. Donc, on retrouve toujours cette finalité. Donc, c'est pour ça que l'UNESCO a donné cette qualité à la France en tant que bien immatériel. Donc, on est dans cet immatériel. Ce qui est certain, c'est que le gastronome est très lié à la cuisine et au cuisinier. Et j'ai l'honneur d'être membre de l'Académie des gastronomes, donc les cuisiniers me gâtent, je les adore, ils m'aiment bien, mais il est exact que le cuisinier a besoin que le gastronome lui dise son ressenti, lui dise ce qui pourrait aller encore plus loin. Donc ça c'est bien français, et puis ça, on le mérite grâce à notre géographie, mais je crois qu'il faut bien faire la différence entre les deux, et c'est la rencontre de celui qui va détruire l'œuvre pour en parler, parce que c'est ça, boire et manger, il faut détruire l'œuvre. En peinture on peut regarder, en matière de gastronomie, il faut détruire le lièvre à la royale pour en parler. Et ensuite, on va en parler avec celui qui a fait, et on va essayer d'aller plus loin. Ouais, c'est toujours cet échange, mais pour revenir aux enfants, dans la méthode qu'on a mis en place depuis 30 ans, qui a touché 100 000 enfants en France, au Japon, etc., on s'est rendu compte que quand vous montrez un enfant, quand je dis enfant, c'est stade prépubère, hein, puisqu'après c'est des garçons et des filles, donc c'est autre chose. On leur montrait dans la méthode à faire un beurre blanc. On pleure ensemble en dépluchant des échalotes, tout ça, grise évidemment. Et j'étais surpris de voir à quel point, en regardant, les enfants savaient reproduire le geste. Et ils épataient souvent la famille en osant faire un beurre blanc, à condition qu'on leur expliquait ce que c'est. Et puis on peut alors là-dessus, les enseignants en physique peuvent rapprocher les points de ramollissement des corps grands, tout ce que vous voudrez. Mais l'enfant n'attend que ça de l'adulte. Ça, je suis absolument là-dessus. Moi, j'adore, mon métier, c'est pas d'enseigner, mais l'enfant attend de l'adulte qu'on lui montre. Et trop souvent, la famille n'ose pas, tu vas te tâcher, tu vas te couper. Si je coupe, c'est pas grave, il faut arrêter de faire peur. Mais je suis surpris et heureux de voir à quel point l'enfant demande que l'adulte lui montre. Je reviens un peu sur la question parce que hier soir, en préparant l'intervention de ce matin, on racontait une anecdote qui était assez intéressante. C'était quelqu'un qui voulait fabriquer une bouillabaisse, et donc évidemment il achetait tout ce qu'il fallait. La recette était probablement sur Internet, en tout cas il s'était procuré plusieurs recettes. Et puis au dernier moment, heureusement, quelqu'un de compétent dans le domaine gastronomique lui a dit on arrête là parce qu'il y a un petit souci. Et en fait, l'impétrant, on va l'appeler comme ça, avait simplement oublié qu'un poisson, ça se vidait. Alors quand même là, quand on songe à cette histoire qui est véridique, hein,
ça pose quand même la question de la transmission de connaissances et de savoir-faire. Parce que finalement, nulle part dans la recette sur Internet, c'était marqué de vider le poisson. Ça partait probablement de l'idée que le poisson arrivait tout vidé, ce qui n'est pas si simple que ça. Et c'était évidemment du côté de Marseille en plus. Donc je ne sais pas, je me dis quand même que là, il y a quelque chose qui se perd peut-être. Et est-ce qu'on n'est pas condamné à avoir des savoir-faire qui vont se perdre, peut-être pour certains définitivement, qu'on verra réapparaître peut-être aussi plus tard, mais est-ce qu'il n'y a pas quand même un problème dans ce domaine? Dominique, je vois que vous souhaitez... Je pense que grâce à nos écoles hôtelières, la France s'est quand même bien prémunie contre ce risque de voir disparaître des savoirs. Je ne me fais pas tellement de soucis. Je me fais plutôt du souci au niveau des familles. Vous voyez, bon, c'est vrai qu'il y a des familles où on ne cuisine plus et autres, mais peut-être un jour, il y aura à nouveau un retour à cela. Mais je crois vraiment à l'étude des fondamentaux. Je crois que c'est très important de revenir à cela. Et peut-être qu'on reviendra totalement. Ça sera peut-être le plus grand hobby un jour de savoir connaître tous ces gestes, etc. Il y a toujours un sursaut quand les choses risquent de disparaître. Mais je pense que la France, dans ce domaine-là, est bien placée. Oui, on pourrait reprendre votre, enfin pas anecdote, mais votre exemple en prenant aussi, je pense qu'on est tous un peu comme ça. Pourquoi on achète un tas de livres de cuisine et en fait on fait très peu de recettes? Parce que justement, c'est ça la différence entre voir et pourtant c'est bien écrit, il y a des belles photos, des fois ils nous font tout un découpage de... Alors quand on l'achète, on se dit ça fait envie, puis on voit tout ce qu'on va pouvoir partager, puis après pourquoi on s'y met pas, quoi? Enfin, en tout cas, c'est mon cas, quoi. Mais je pense ne pas être tout à fait seul, quand même. Parce que, justement, dans la transmission, il y a autre chose. Il y a une personne qui, je sais pas, qui peut dire qui vous accompagne, mais qui, elle, perçoit d'où vous partez. Ça évite votre histoire de dire la recette est bien faite, mais j'ai oublié de dire que si vous achetez pas vos trucs à décongeler, il y a quand même d'autres gestes à faire en amont. Et que ça a été évoqué, je pense que dans la transmission, il y a une notion de partage. Ce n'est pas uniquement les anciens qui expliqueraient à la génération qui vient après. C'est heureusement, ce serait pas drôle d'ailleurs un monde comme ça. C'est heureusement plus subtil que ça, je pense. Et Jacques Fuzel le disait. Et à la fois, si on part des enfants, donc la génération à qui on devrait apprendre, il y a une appétence à apprendre. Il y a une facilité. Il y a une facilité justement à capter le geste par imitation. C'est-à-dire le premier apprentissage, il est l'imitation. C'est vrai que les enfants, on voit bien, sont très forts pour ça. Ils voient les trucs et ils refont. Et justement, là, pour l'enfant, le rôle de celui qui leur apprend, c'est d'apprendre le contexte. Parce que comme le geste, ils vont aller assez vite, mais d'en mesurer seulement les dangers, enfin les effets qu'on ne voit pas dans l'immédiateté. Mais moi, je pense que c'est important cette notion de justement que la transmission est un partage. Et je reviens à ceux qui ont fait vocation d'être enseignants. Je pense qu'ils ne peuvent pas être justement dans la... C'est ça qui est intéressant d'ailleurs. Et c'est là aussi qu'il y a, je pense, puisqu'au début on a parlé de est-ce que c'est naturel, est-ce que c'est l'exercice d'un pouvoir, je pense qu'on peut aussi s'interroger au plaisir qu'on y prend. Voilà. Pourquoi parce que sinon, un théorie, c'est qu'on ne partagerait pas, on ne transmettrait pas. Si on le fait, c'est que quelque part, on y voit un peu d'intérêt, et c'est aussi, sûrement, il y a une forme de plaisir de celui qui est dans la transmission et dans ce mécanisme un peu subtil. Mais en matière de livres de cuisine, souvent aussi, il y a des recettes qu'on n'arrive pas à faire, parce qu'elles sont tout simplement mal expliquées. Je ne parle pas des livres professionnels, bien entendu. Je parle des livres de grands chefs ou autres. Parfois, c'est compliqué, c'est pas bien expliqué. Et puis, le fait que vous savouriez votre livre, quand vous le regardez, on n'a jamais vendu autant de livres de cuisine, et on dit qu'on n'a jamais aussi peu cuisiné. Mais c'est déjà bien de prendre son plaisir en regardant un livre, des recettes, on les fait en même temps qu'on regarde le livre. C'est déjà très bien. En même temps, justement sur l'histoire de la bouillabaisse, tout simplement, moi je me suis rendu compte, et puis d'autres sociologues, qu'à partir des années 68-70, il y a déjà eu une volonté des femmes, des mères, de se séparer un peu de ce geste de cuisine. Donc les enfants n'ont pas forcément pu observer. Deuxième point, il y a eu également une externalisation de l'alimentation.
On ne voit plus les poulets courir, on ne sait pas forcément comment on les tue, et les enfants, effectivement, des adultes, moi c'était un homme, ne s'imaginent pas forcément qu'il faut vider un poisson. Et dans les livres de cuisine, il y a tout un discours sous-jacent. Il y a une publicité qui est sortie dernièrement pour une palette tactile qui propose des recettes de cuisine, où il y a marqué « levez les blancs ». Et vous voyez le monsieur qui lève les blancs. Et effectivement, il y a tout un vocabulaire culinaire qui est perdu et qui ne permet pas à quelqu'un qui veut vraiment commencer, qui n'a pas eu de base, de se lancer. Par contre, la lecture des livres gastronomiques, effectivement, c'est du pur plaisir. D'autant que certains sont de vrais ouvrages littéraires, très très intéressants. Merci aussi pour avoir dit qu'il fallait que ce soit du plaisir. Je crois que c'est important. Alors ça nous permet de faire le lien avec la dernière question que je vais poser à Karen. Comment transmettre la dimension affective et émotionnelle de la cuisine ou de la gastronomie? C'est pas la Madeleine de Proust que je vous demande, mais finalement c'est quand même une dimension très très importante. Vous l'avez dit en parlant de nos sens. On peut transmettre ça? Ça se transmet tout seul. Non, dès l'enfance, la mère nourrit son enfant, le nourrit d'amour, le nourrit d'affection, et toutes les recettes qui sont proposées finalement, l'enfant incorpore l'amour de sa mère au travers de ce qu'il mange. Un enfant qui dit non, c'est un enfant qui est en conflit avec sa mère, quelque part, pour aller vite. Et boum. Pour aller vite. Ou avec les haricots verts. Bon, évidemment, à partir du moment où l'affect entre en jeu, il peut y avoir une demande de transmission de la part des enfants. Et cette demande de transmission se passe aujourd'hui plus vraiment au quotidien, comme je vous l'ai dit. Maintenant, les enfants, chaque enfant a son bureau dans sa chambre. Les devoirs ne se font plus automatiquement autour de la table de la cuisine pendant que maman prépare le repas parce que maman est en train de décongeler parce qu'elle a fini de débaucher à 19h30. Moi, ça me va très bien comme programme, mais ça ne va pas à tout le monde. Et en fait, tout ce qui se passe à l'heure actuelle, moi, dans les enquêtes que je mène, c'est vraiment l'aspect ludique, l'aspect exceptionnel, un peu comme la cuisine des hommes du week-end, si vous voulez aller par là. C'est-à-dire que c'est un temps de partage pris avec l'enfant. Beaucoup de papas se mettent à faire des gâteaux ou montrent comment allumer le barbecue. C'est une histoire d'homme. Et les enfants y participent aussi. C'est un partage. C'est un partage. Quel est le barbecue électrique? Mais par contre, c'est vrai que dans la gastronomie, c'est ce que je disais au départ par rapport à la nouvelle identité finalement que les jeunes intègrent en intégrant un métier. Et il faut vraiment avoir un langage, apprendre à identifier le geste, le goût. Il faut avoir un langage commun. Et ce langage ne peut passer que par un apprentissage normé, à mon sens. À partir de là, l'émotion que l'on peut avoir en mangeant le plat de sa grand-mère, la tarte dont vous parliez, ou un plat au restaurant n'est pas du tout la même. Sur le plat maternel, il y a le souvenir, la Madeleine de Proust, les odeurs qui réveillent, tandis que, à mon sens, au niveau de la cuisine gastronomique, c'est l'éveil des sens, justement. Et cet éveil des sens ne peut se faire que par l'intermédiaire d'un médiateur, donc le formateur en l'occurrence, quelqu'un qu'on admire, qu'on respecte et qui nous donne surtout les clés pour comprendre cette cuisine et pour pouvoir se permettre de ressentir cette émotion. Oui. Dominique, là, vous voulez intervenir? Oui, c'est vrai que cette émotion, on la retrouve dans un milieu familial, tout à fait, c'est très important. Mais moi, je suis toujours très impressionnée de voir, quand je fais le tour des tables, il y a souvent des enfants et la manière dont ils sont recueillis. Je veux dire, il se passe quelque chose. J'ai même vu parfois une cliente avoir une larme à l'œil. Je veux dire, ça nous étonne parce que c'est vrai qu'on aime bien notre cuisine, mais elle ne fait quand même pas pleurer tous les jours. Mais pour certains de mes clients, c'est un moment d'exception, un moment pour lequel souvent le client a économisé beaucoup d'argent, parce que c'est souvent un gros effort pour la plupart de mes clients. D'ailleurs, moi, je n'ai pas énormément de clients très riches. J'ai beaucoup de clients qui viennent une fois par an dans un 3 étoiles.
Et si vous saviez, à chaque table, il y a une histoire. Quand je vais voir chaque table, on me raconte depuis quand ils ont réservé, depuis ceci. Les enfants, les parents leur expliquent, les enfants sont très attentifs. Après, on les emmène en cuisine. Mais je veux dire, vous ne pouvez pas savoir ce que ça représente, ce repas de fête, ce repas d'exception. Et pour moi, c'est ma plus grande satisfaction dans mon métier, c'est de voir ces vibrations de table en table. Et il y a des moments, ça vous prend vraiment, ça vous prend au ventre, hein, parce qu'on sent toute la démarche et tout ce que ça représente pour le client, pour l'enfant, le parent, et c'est ce qui rend mon métier vraiment magique. Jacques, l'affect, le sensible, l'ultrasensoriel presque. Oui, je crois qu'il y a un problème également de vocabulaire pour s'adresser dans cette situation. En définitive, quand la maman, ou quand je vais chez un cuisinier dans une cuisine, il ne va pas me dire j'ai cuisiné pour toi. Il va me dire qu'est-ce que tu veux manger. Et vous vous souvenez tous, dans nos familles, on avançait qu'est-ce qu'on mange ce soir. L'idée de cuisine n'existait pas. C'est-à-dire, c'était l'idée de faire à manger et de donner à manger pour quelqu'un qui vous est proche, que l'on aime. C'était de l'amour. C'était cet acte de donner qui est important. Et il est certain qu'on a parlé de la cuisine, etc. Je pense que ça a effarouché peut-être certaines personnes qui se sont dit, mais c'est réservé aux cuisiniers, la cuisine. C'est pas réservé à moi, hein, à la maman qui a 2 enfants. Non, je n'ai pas, c'est pas mon métier. Alors, personnellement, je crois que si, dans le vocabulaire, on dit qu'est-ce que je te donne à manger, qu'est-ce que tu veux manger ce soir, qu'est-ce que je te donne à manger, qu'est-ce que je te fais à manger, là, on est dans une dimension affective qui sort des gestes, évidemment, et des savoir-faire, parce que si on donne à manger et qu'il n'y a pas de plaisir, en finale, c'est loupé. On retrouve bien l'idée du désir, du plaisir, mais entre les deux, il y a l'effort. Mais je pense que si dans toutes nos chaumières, on parlait du manger et du boire, d'ailleurs c'est la réalité, et qu'on n'effarouchait pas par ces problèmes techniques, mais je n'ai jamais tenu une queue de la poêle. Un jour, j'avais dans un congrès une dame qui me dit mes enfants ne veulent pas manger, quel médicament faut-il donner? Alors, j'ai simplement répondu, est-ce que vous aimez faire manger? Ah, il dit non, je déteste. Alors, j'ai dit, vous vous rendez compte, vos enfants, depuis qu'ils sont nés, à chaque fois qu'ils vont vous prendre une casserole, pour vous, c'est un visage torturé, etc. Donc, on ne lui avait jamais dit qu'elle pouvait donner à manger à ses enfants et faire à manger, et qu'elle avait cette place, cet amour qui crée des liens au niveau d'une cellule familiale qui sont, comme c'était dit, où je mange la tarte de la tante Julie, bon, c'est pas n'importe quelle tarte, c'est la tarte plus, c'est-à-dire qu'on avale la tarte plus la tante en même temps. Voilà. Donc j'attache moi beaucoup d'importance aux mots, et j'aime bien quand mes amis cuisiniers me disent qu'est-ce que tu veux manger. Je sais qu'ils vont avoir cuisiné pour le faire, mais je suis qu'un mangeur. Jean-Patrick, vous voulez intervenir? Oui, c'est-à-dire qu'il y a deux niveaux dans la dimension affective et émotionnelle. Il y a la dimension au niveau du goût et culturel aussi, la construction d'une culture autour de ça. Et puis il y a, et c'est ce qui nous a aussi rassemblés, il y a la question du repas, qui est, Mme Loiseau l'a dit, c'est un des sujets de nos sociétés, c'est-à-dire qu'est le lieu de rassemblement, donc le lieu de transmission au sein de la famille, enfin justement, parce que c'est là que la famille se réunit. Mais il faut avoir en tête qu'on est un des rares pays à avoir sauvegardé ça. Hein.
le basculement se fait soit à l'éclatement, soit un peu de rassemblement autour des écrans, mais on sent bien que ça ne fait pas tout à fait la même chose. Mais dans la plupart des pays même européens, la notion de repas pris ensemble dans la famille a éclaté. Chacun vient se servir dans le frigo. C'est un peu en train d'arriver chez nous, mais je pense qu'on a une petite particularité qui est qu'il y a au moins, que ce soit le petit déjeuner ou le repas du soir, parce que généralement la famille par contre au moment de la pause méridienne est plutôt éclatée, à l'école, au travail, mais enfin on est une société c'est une de nos particularités, à garder un moment de très fort moment de transmission, alors pour le coup des valeurs familiales, pour le dire rapidement, au-delà des valeurs de la quotidienne. Donc là, la dimension affective est énorme. Alors là, on le dit, c'est sympa et tout ça. En même temps, tout le monde connaît aussi que c'est le lieu de toutes les crises, puisque c'est le lieu où on est ensemble. Alors je ne vous parle pas des fameux repas de famille qu'on connaît, où la famille se déchire sur les questions politiques, par exemple, mais maintenant ça devient anecdotique, mais c'est utile en même temps. C'est des moments très 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 forts, mais c'est aussi là, on l'a dit dans plusieurs exemples, que des très jeunes se manifestent aussi justement l'enfant avec manger beaucoup, ou ceux qui refusent de manger. C'est-à-dire que c'est un lieu c'est un moment très très convivial, très très affectif, mais comme tel, parfois aussi affectif au point d'être un moment de crise. Mais je crois qu'on s'est tous constitués à travers ça. Et que, en vous écoutant, je me disais, bon, j'ai de la chance, parce que moi j'avais 2 grands-mères, elles n'aimaient pas faire la cuisine. Donc, mais ça ne m'empêche pas d'être un garçon très gourmand. Donc vous voyez, c'est vraiment, c'est pas uniquement les mamans ou les grands-mères, c'est tout ce qui se joue familialement autour de ce moment-là. Quelqu'un souhaite rajouter un élément? Non. Bon, chers amis, il est 10h30, nous avons tenu les délais, mais merci nos 4 intervenants d'avoir, je pense, planté le décor avec un certain brio. Bien sûr, ces quelques questions sont loin d'avoir épuisé le sujet, d'ailleurs heureusement, puisque sinon les conférences à venir ou les tables rondes perdraient un peu de leur intérêt. Je vous propose pendant une demi-heure de les assaillir de questions. Je les livre à votre vindicte. Et je vous propose, quand vous posez une question, de dire qui vous êtes. C'est toujours intéressant de savoir si vous êtes un enseignant, un professionnel, voire un inspecteur. Alors là, je vous laisse, je ne sais pas dans quel ordre. On a une demi-heure, ça devrait aller. Bon, alors je commence. Bonjour. Jean-Pierre Corbeau, donc professeur émérite de sociologie de l'alimentation. Ça marche plus. Ça y est. Bon, donc bien sûr j'étais d'accord avec tout ce qui a été dit ce matin avec un certain nombre de gens que je connais bien. Je pense que ce qui me semble important peut-être d'ajouter, et pour essayer d'être le plus, synthétique. Celui-là en attendant. Merci. Simplement, donc pour être le plus synthétique possible, je pense que ce qui n'a pas été dit et qui peut-être justement facilitera la synthèse, c'est de se débarrasser de l'idée d'une imitation qui serait une reproduction. On a Jean-Patrick Gilles a parlé d'imitation. Bon, finalement c'était sous-jacent à pas mal de choses, mais on n'a jamais prononcé le mot reproduction. Et je pense qu'effectivement, je retiens de ce qui a été dit ce matin, ce qui me paraît intéressant, c'est que la transmission, puisque c'était quand même ça l'objet, la transmission c'est quelque chose d'interactif, qui doit se faire dans un climat socio-affectif le plus positif possible, qu'effectivement selon qu'on est dans la stratégie, je dirais, de la haute cuisine plutôt que gastronomie, parce que je dirais plutôt haute cuisine et l'école hôtelière, effectivement il y a des contraintes qui vont être plus importantes et l'affectif va moins jouer, même s'il joue beaucoup dans l'environnement, comme un projet, etc. Et par contre, je suis tout à fait d'accord
avec Jacques Puiset, à savoir que il y a dans cette interaction, il y a un émetteur et un récepteur. Hein, et que dans cette interaction émetteur-récepteur, il faut que le récepteur soit formé, c'est-à-dire qu'il ait la possibilité d'entendre, hein, d'écouter et d'entendre, les deux à la fois, ce qu'éventuellement la personne veut lui dire. Mais là où, Karen l'a dit, et je reviens là-dessus parce que c'est important, me semble-t-il, à l'heure actuelle, et après j'arrêterai, c'est que le sens de la transmission, c'est pas forcément, on l'a dit aussi, mais très rapidement, intergénérationnel, c'est pas forcément le plus vieux vers le plus jeune, ça peut être de plus en plus souvent le plus jeune vers le plus vieux. Et que par exemple, dans l'enquête Alimado qu'on a fini maintenant, sur les adolescents, toutes catégories sociales confondues qu'on a enquêté à travers la France, on s'aperçoit que beaucoup d'adolescents, donc des 12-15 ans, apprennent à leur mère à faire la cuisine que faisait éventuellement la grand-mère, et surtout apprennent des nouvelles recettes, ce qu'Isabelle Garabo-Moussaoui avait montré, c'est-à-dire qu'on apprend, c'est-à-dire qu'on est en train d'élargir le répertoire gastronomique grâce à des enfants qui ont, dans une logique ludique, et grâce à tout ce qui peut être fait sur le sensoriel avec Jacques et toutes les personnes qui ont travaillé avec lui, eh bien, on arrive justement à ce que la cuisine se fait beaucoup plus que on pourrait le dire. C'est le dernier point. Les gens, quand on leur demande vous faites la cuisine, ils disent non, mais quand on le regarde, et Karen peut le confirmer, quand on regarde ce que font les personnes, ils vont vous dire, bah oui, j'ai pas fait la cuisine, j'ai fait des gâteaux, j'ai fait du crumble, j'ai fait un ceci, j'ai fait cela. C'est-à-dire qu'en réalité, l'acte culinaire pour eux, c'est un acte complexe qui relève d'un spécialiste, et au quotidien, dans le domicile, ils ne se vivent pas comme tels, ce qui, bien sûr, et je dirais, donne des raisons d'être optimiste. Alors, voilà, c'est les remarques que je voulais faire. Merci. Guy Carreau, je suis enseignant-chercheur et médecin, et j'ai une question à poser, et je ne me lève pas parce que, pour être concis, j'ai écrit exactement ce que je vais dire. Transmission, au pluriel, avez-vous dit? Transmission de quoi? Et pour qui? Quand? Comment? Autre question vaste, avec une grande complexité et une grande diversité. À mon sens, nous pourrions distinguer, sans les séparer, parce que des passerelles existent entre elles, 3 transmissions. Transmission savante, venant notamment de quelques grands, hommes et femmes, anciens et vivants, des chercheurs, des universitaires, etc. Deuxièmement, transmission professionnelle, dans quelques prestigieux instituts, dans les lycées hôteliers, CFA, etc. Troisièmement, transmission populaire, femmes et hommes, envers le grand public, l'ensemble des mangeurs et des buveurs, désemparés actuellement face à la cacophonie alimentaire, face au discours dominant et contradictoire entre eux, certes cuisiniers, gastronomes, mais aussi industrie agroalimentaire, publicité, nutritionnistes et autres nouveaux knock de la santé publique, et médias qui, grâce à la peur, ajoutent à la confusion, la peur qui fait vendre. Ma question, oui, pour ma question, une information avec Jacques Puiset. Nous préparons un colloque en 2013 sur transmission du savoir-manger et du savoir-boire, avec une part majeure pour cette transmission populaire. Et ma question, c'est est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose sur cette transmission populaire? Oui, merci Caro. C'est un complice pour la transmission au niveau populaire. C'est vrai que c'est important. Et il faut pas faire que parler, c'est sûr. Il faut montrer. C'est sûr qu'il faut montrer, mais sans forcer. Il faut montrer. Par exemple, moi j'ai la chance d'avoir des petites filles. On n'aurait pas vraiment appris, mais il y en a une qui est venue me voir, elle est à Nantes, pas en Nantes, Angers, elle est arrivée dimanche dernier, et elle me dit, grand-père, je t'ai fait une tarte. Je ne savais pas qu'elle était capable de faire une tarte. Mais elle avait vu faire. Donc c'est ça la transmission. Mais il est exact, il faut que ça garde ce côté
ferment ce terreau populaire. Ça, c'est important. Dominique Pontou, élève de Jacques Puiset depuis plus de 20 ans, et qui a retransmis l'éveil sensoriel du goût chez l'enfant, avec beaucoup de plaisir. Jacques, vous avez dit tout à l'heure, pour l'histoire du beurre blanc, que l'enfant attendait de l'adulte qu'on lui montre. Je crois qu'il faut quand même ajouter, il attend aussi d'y participer. Parce que montrer, c'est bien, mais il faut qu'il mette la main à la pâte. Et je me permets de citer ce proverbe qui revient souvent, mais que les enseignants, dans leur enseignement livresque, abstrait, verbo-conceptuel, oublient tout le temps. Si vous le dites, j'oublierai. Si vous le montrez, je m'en rappellerai peut-être. Mais si vous m'y faites participer, je m'en souviendrai définitivement. Alors vive l'expérimentation et la main à la pâte. Et merci encore, Monsieur Charpak. Ça me paraît quand même un peu abusif de dire que les enseignants ne seraient que dans un domaine conceptuel. Justement, peut-être ce qui est la spécificité de ceux qui sont formateurs dans le domaine de l'hôtellerie-restauration, c'est qu'ils vont à la fois du savoir savant, je reprends un petit peu la classification de M. Caron, également ils sont porteurs d'une expérience professionnelle, et enfin, avec leurs élèves, ils mettent en pratique. Donc, considérer qu'on reste sur un discours abstrait me paraît un peu hâtif. Ah, oui, quand même. Là, je garde mon droit de réserve ici. Quelqu'un veut réagir aux propos qui ont été tenus? Je pense que ce que vous venez de dire est important. C'est pour ça que quand vous m'avez entendu parler, j'ai toujours associé l'aspect familial et ensuite l'aspect haute cuisine. Mais si ça ne commence pas dans le familial, nous, on n'aura pas de clients, ou très peu. Ou que des gens, ça sera vraiment que des gens qui auront de l'argent à la limite, quoi. Mais on peut vraiment, ce démarrage est important. Maintenant, moi, je connais certains de mes clients qui n'ont jamais eu quelqu'un qui cuisinait à la maison, mais qui ont eu des amis à la fac ou autres qui les ont initiés au bon produit, au bon repas, et qui maintenant sont des clients fidèles. Vous voyez, donc à toute étape de sa vie, on peut découvrir ce domaine si on a raté parfois la première étape. Mais je crois que ça marchera beaucoup mieux si on commence dès le début, comme l'a dit Jacques aussi, bien entendu. Jean-Luc Breguet, donc ancien professionnel et ancien professeur de lycée hôtelier, actuellement proviseur au lycée hôtelier de Toulon. Parmi tous les propos qui ont été tenus ce matin dans cette table ronde, j'ai pas du tout entendu parler des arts de la table. Or, je suis un petit peu inquiet pour la transmission du savoir par rapport aux arts de la table, qui est directement lié à l'alimentation, et ça se perd beaucoup. On pourrait se poser des questions là pour l'avenir, notamment. Justement, j'aimerais avoir votre avis à ce niveau-là. Alors, c'est un petit peu volontaire parce que, sans trahir un secret que je n'ai pas à révéler, il me semble que les 8e rencontres François Rabelais pourraient porter sur ce thème. C'est dire qu'il nous intéresse. Alors, néanmoins, ça ne nous empêche pas, pour ceux d'entre vous qui veulent prendre la parole, de donner des éléments de réponse. Oui, je veux dire, moi, j'y ai fait un tout petit peu allusion, mais sans trop m'étaler, parce que j'avais bien regardé encore une fois le titre. C'est alimentation, mais c'est vrai, quand j'ai dit l'environnement, c'est les arts de la table y participent pleinement, ça c'est sûr. Et je pense que on vend quand même encore beaucoup de belles vaisselles, même si c'est pas forcément, ce n'est plus forcément du Bernardo. Enfin, c'est vrai que Limoges a un peu plus de mal. On va peut-être plus chez Ikea et Habitat, mais on prend quand même encore plaisir à dresser une table, peut-être pas avec les mêmes moyens et pas forcément avec le service qu'on a reçu à son mariage. Oui, et les arts de la table, c'est donc l'environnement, on va dire, immédiat du goûteur. C'est pas important, c'est une pièce maîtresse, car vous allez consommer une escalope de veau
sur une assiette bleue, verte ou rouge, vous ne mangerez pas la même escalope de veau. Hein. Et même si on met une feuille de salade, vous êtes distrait par la feuille de salade et vous ôtez de la valeur à l'escalope, et le cuisinier qui l'a préparé avec soin, vous ne voyez pas son talent. Donc il est exact que, Dominique Loiseau l'a dit tout à l'heure, l'environnement est important. C'est-à-dire que vous recevez des signaux plus l'environnement extérieur, la saison, tout ça. Mais si vous mangez devant quelqu'un qui a une veste rouge et vous avez une veste verte, vous voyez rouge, il voit vert. Vous ne mangez pas la même chose. Donc ça, ce sont des points. Moi, un jour, j'ai fait changer, j'ai demandé à quelqu'un d'ôter sa veste, je ne pouvais plus manger. Mais non, mais c'est des petits détails. Alors ça veut donc dire que cette dimension du repas, comme vous l'avez très bien dit, parce que la finalité, c'est le repas, qu'il soit simple, que ce soit un quignon de pain avec de la graisse d'oie dessus et un oignon qui soit recherché, de fait, etc. Descendant, parce que c'est lui qui va transmettre, mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer que chez celui qui est censé être dans la position de l'apprenant, il y a une forme de conquête. On est aussi on l'évoque rarement, mais dans le rapport au savoir, il y a une forme de conquête. Sinon, c'est tous les problèmes qu'on a de passivité. Et donc, la métaphore, et vous avez bien recensé toutes les métaphores autour de la flamme que nous avons utilisées, je pense que ça tourne autour de l'envie et du désir. C'est ça qu'on a. Parce que même quand on dit de bonnes paroles sur la question du rapport maternel à la cuisine, et j'ai bien noté que c'était toujours maternel, même si les papas s'y mettent un peu le week-end. C'est ça, c'est qu'on voit bien que les enfants, à mon avis, ils sentent bien qu'il y a une envie, il y a un désir là-dedans. Et dans tout apprentissage, il y a des choses. Il y a le contenu du savoir qu'on fait passer, mais ça, c'est pas le plus dur. Hein, c'est nos histoires de recettes de cuisine. C'est pourquoi tout d'un coup on s'y met. Pourquoi tout d'un coup on capte ce savoir, parce que moi je pense qu'on capte quelque chose chez l'autre. C'est qu'on capte son envie. Et c'est pour ça que c'est pas neutre non plus, et qu'il y a cette dimension affective, et que dans le rapport aussi aux enseignants, il y a toujours une dimension, je pense, une dimension affective, voire tous les fantasmes qu'on a toujours sur ceux qui nous enseignent. Et c'est pour ça que je citais tout à l'heure, moi je suis frappé par ça, par ces expériences de déclenchement. Tout d'un coup, un jeune, moi je connais plutôt spécialisé des jeunes qu'on dit en difficulté d'insertion. Je vous dis, il y a toujours un moment, heureusement, il y a un déclic qui se fait avec une personne de leur entourage ou un enseignant, et tourne autour de ça. Et la plus belle transmission, c'est quand vous arrivez à transmettre l'envie. Là, c'est gagné. Après, les choses se mettent en route tranquillement. Je voudrais juste donner l'exemple de Bernard, quand c'est vrai qu'il avait arrêté en 3e, et puis, grande question, c'était qu'est-ce qu'on va faire de cet enfant? Qu'est-ce qu'on va faire du petit Bernard? Et donc, son père, connaissant les 3 gros, parce que c'était le milieu du textile, il était dans ce milieu-là, il s'est dit, bon, je vais peut-être pouvoir parler au grand-père 3 gros, peut-être qu'il va me le prendre. Donc, il va voir son fils, il lui dit, qu'est-ce que tu veux faire, Bernard? Bernard dit, je ne sais pas. Est-ce que tu veux faire cuisinier? Bernard dit, allons-y pour cuisinier. Donc, il l'a choisi sans motivation, comme ça, c'était ça ou autre chose. Bon. Il arrive chez 3 gros. Et là, Bernard m'a toujours dit qu'il a eu une révélation. Et la révélation, c'était les bons produits. Et que pour lui, ça a été sa révélation. Je ne sais pas, ça ne s'explique pas, c'est pour d'autres, c'est autre chose. Mais lui, le feu sacré est arrivé en lui grâce à ce moment-là. Il aurait pu ne pas l'avoir, hein, mais là, ça s'est passé comme ça. Mais au départ, il n'était pas du tout destiné à ça. D'ailleurs, je suis sûr qu'il aurait fait un bon acteur aussi. Karen, peut-être sur le dogme, la question qui a été posée. C'est plutôt les pédagogies novatrices, moi, qui m'interpellent. Bon, c'est pas du tout ma partie. Moi, je travaille sur les familles, ce qui se passe bien à la maison. Et je me suis rendu compte qu'à partir du moment où il y avait un laisser-faire de la part des parents, un laisser-faire à l'enfant, une place à l'autonomie,
la reproduction, certes, de gestes déjà vus, mais une place à la liberté de créer, tout simplement. Ils se prenaient, beaucoup de jeunes se prennent pour des petits chimistes, à la rigueur dans la cuisine, inventant des recettes d'omelettes au ketchup, cornichons et gruyère, emmental, faites frire, passer au four, avec différents types de cuisson. Je pense que c'est plus au niveau de la liberté, justement, par rapport au dogme où il faut faire comme ci, comme ça, suivre la recette, laisser faire. Sur les enfants, moi, j'ai vraiment la sensation que le laisser faire, guider, éviter les accidents, ça va de soi, mais le côté dogmatique, justement, est peut-être ce qui enlève cette étincelle. Vous avez Deux autres questions. Alors, oui, s'il vous plaît. J'ai le micro là. Je peux poser ma question? Ici? Oui. Bonjour mesdames et messieurs. Claude Martin, président de l'association Valentin Oui au service des aveugles et malvoyants, comité de Tours. Nous avons un projet de club cuisine, atelier cuisine pour déficients visuels. Je voudrais savoir comment, de votre point de vue, on peut transmettre les savoir-faire culinaires à une personne privée d'un de ses 5 sens, à savoir la vue. Qui a la témérité de répondre? Oui, on va répéter la question. Monsieur s'occupe d'un centre apparemment où il y a des déficients visuels, donc un sens en moins, et la question c'est comment transmettre dans le domaine culinaire à des personnes à qui il manque un sens. Voilà, malvoyants. Et peut-être d'une manière générale à qui il manque un sens. On sait que nous avons 5 sens, et quand il y a un sens qui a un handicap, ce sont les autres sens qui prennent le relais. C'est-à-dire que si l'œil ne reçoit pas de signaux, l'oreille va en recevoir plus, le tactile également, et au niveau de la dégustation, j'ai eu des confrères qui ont perdu la vue, qui sont devenus plus performants au point de vue dégustation qu'il était avant. Alors, en revanche, pour apprendre à faire des gestes, ça, je n'ai pas d'expérience dessus, mais je crois que c'est tout à fait possible, à condition de bien travailler l'olfaction et surtout le toucher. Merci. Une dernière question. Oui, bonjour Gérard Cagnat. Je vais rebondir sur votre dernière intervention. C'est vrai que Nietzsche disait à ses élèves, volez-moi mon savoir. C'est une action. On ne peut pas seulement montrer, expliquer, faire des discours. Il faut qu'à un moment donné, l'élève, l'apprenant, l'apprenti, ce que vous voulez, ait envie d'aller vers. Il y a vraiment une action, il y a vraiment une envie, et comme vous dites, tout à fait, vous l'avez très bien dit, et il y a une compétition. Parce que il est clair que le bon élève, c'est celui, et Nietzsche avait raison, volez-moi mon savoir, faites-moi descendre de mon piédestal. Donc le bon formateur est celui qui rêve d'avoir des élèves qui le font descendre de son piédestal. Et à partir du moment où cette confiance établie entre celui qui sait, et sur les formes de pouvoir, vous savez comme moi, en philosophie, il y a 3 formes de pouvoir, celle de l'élu, celle du père et celle du savoir. Vous avez fait de la philosophie, vous étiez prof de philo. Et c'est vrai que nous, les chefs, nous, les pédagogues, nous, ceux qui transmettons, nous n'avons que le savoir comme pouvoir. Et nous avons viscéralement, un formateur, c'est quelqu'un qui viscéralement a envie, encore une fois, que ses élèves le rejoignent et le fassent tomber de son piédestal. Donc, ça rejoint ce que vous avez dit, Dominique Loiseau, par la voix de de ce qu'avait ressenti Bérangère dans son rapport au geste. La sublimation du geste fait partie, comme un cérémonial, fait partie aussi de la cuisine japonaise, de la première étape de la cuisine. On passe au feu, on passe à la cuisson au feu, 1 an après avoir travaillé le geste, de façon à avoir l'esprit libre, la main légère, la position du corps par rapport à la planche, la position du corps par rapport au poulet à brider, à la selle d'agneau à désosser, à la julienne à tailler, à la brunoise à émincer. Donc je crois que c'est important. Elle l'a très bien dit, c'est pour ça que je rebondis. Je ne vais pas m'étaler, mais je confirme, ça fait 50 ans que je fais ce métier avec passion, et que j'essaie de transmettre.
Et c'est vrai qu'on est à la fois dans l'élève qui va vers, qui fait une action, et l'élève qui, lui, se met en position psychophysiologique d'aborder un métier d'engagement, un métier dans lequel il faut faire bouger son corps dans des espaces contraints, du stress du service, de théâtre de la gourmandise, parce qu'à midi, il ne s'agit plus de raconter sa vie, il faut envoyer, les bons arrivent. Donc c'est à la fois un théâtre, c'est à la fois un geste, c'est une alchimie énorme, et on retrouve à la fois et de l'affectif, et du geste, et de l'engagement. Et les trois mots de notre métier, c'est RER, rigueur, engagement, régularité. Hors de cela, point de salut. Une dernière question, vraiment la dernière, il nous reste quelques minutes. Ce n'est pas vraiment une question. Martine Brouillac, inspecteur d'histoire-géographie. Je voudrais revenir sur l'aspect affectif lié à la transmission. Il me semble qu'il y a des choses importantes à développer dans ce domaine. D'une part, le fait que... Alors, je parle plutôt là sur le volet transmission, je dirais, familiale. Cette transmission, elle participe fondamentalement de l'intime. Je veux dire, on va parler de la Madeleine de Proust, c'est ça. Hein, c'est vraiment une contribution à la construction de l'intime dans la personnalité. Je ne sais pas s'il y a des études qui ont été menées là-dessus, je crois que ça serait intéressant. Et deuxième chose, cette transmission, elle participe aussi à la construction de l'identité. L'identité individuelle, bien sûr, l'identité familiale. Il y a des familles qui génèrent, mademoiselle, vous devez le savoir puisque vous les avez étudiés, et où on communie et où on transmet, ne serait-ce que par les mots, sur telle ou telle recette, le lapin à la sauce en enfer, le gratin d'aubergine de la grand-mère, et tout ça se perpétue, même si on ne le fait plus. Mais ça, c'est un moment d'identité familiale, de la même façon que c'est une identité régionale. Quand on est dans le Midi, on a toujours cuisiné à l'huile d'olive, point final, et puis c'est comme ça. Et bon, allant au-delà, une identité nationale, ce qui pose alors toute la question du rapport aux cuisines du reste du monde. Donc une identité collective. Voilà, je crois que nous terminerons sur ces propos. Il faut vraiment, je crois, remercier chaleureusement Dominique, Karen, Jean-Patrick et Jacques pour la qualité de leurs interventions. Et je vous remercie de votre attention.